qu'un autre nageur innocent ne rencontre son destin. Le 16 février 2022, Simon Nelist, âgé de 35 ans, accompagné de sa fiancée Jessie Ho, s'était rendu à la plage de Little Bay à Sydney, en Australie. En tant que vétéran de l'armée britannique, ayant servi 2 fois en Afghanistan, Simon voulait participer à l'événement Malabar Magic Ocean Swim, organisé chaque année dans le sud de Sydney. Quelques semaines avant la nage, il décida que c'était le bon moment pour s'entraîner dans les eaux calmes et sûres de Little Bay. L'océan bordant la plage était réputé pour ses requins, mais au fil des années, une gestion efficace des systèmes d'alarme, un suivi et des filets profonds dans l'eau avaient permis d'éviter toute attaque mortelle de requins sur la plage depuis plus de 6 décennies. La zone avait été déclarée sûre pour les nageurs et les surfeurs par l'administration de la Nouvelle-Galles du Sud. Pour beaucoup, sur cette plage animée et vivante, les requins étaient souvent le cadet de leurs soucis. Les grands requins blancs de plus de 4,5 mètres de long n'étaient pas une anomalie dans les vastes étendues de l'océan. L'espèce est considérée comme l'animal marin le plus dangereux pour l'homme, avec des centaines d'attaques mortelles enregistrées dans l'histoire et certains des récits les plus terrifiants de morts brutales, suffisant pour donner des frissons à quiconque. On sait que les grands requins blancs préfèrent manger des animaux plus gros à mesure qu'ils grandissent. Avec des dents dentelées de plus de 15 cm de long, ils peuvent mettre en pièces tout être humain qui ose s'aventurer trop près. Ce jour fatidique, à 16h30, Simon partit profiter de la lumière du jour avant que le soir ne tombe pour s'entraîner en vue de l'événement de natation caritatif qui devait se tenir dans quelques semaines. Il y avait plusieurs pêcheurs, surfeurs et nageurs sur la plage. Alors qu'il nageait à plus de 150 mètres du rivage, l'ambiance calme se transforma soudain en un tourbillon d'éclaboussures et de cris d'agonie. Un énorme requin blanc remonta du fond sous Simon et mordit son torse, plantant ses dents acérées en lui. Le requin jaillit de l'eau, surgissant de nulle part, s'élevant de plusieurs mètres. Avant de replonger avec Simon fermement dans sa gueule, les spectateurs furent horrifiés par ce spectacle, réalisant ce qui venait de se produire. Un témoin oculaire décrivit la plongée du requin dans l'eau comme ressemblant à une voiture heurtant l'océan depuis les airs. Le requin l'a juste frappé comme ça et est redescendu et a juste commencé à le manger. C'était tout. Le requin est sorti de l'eau, a attrapé quelqu'un sur le côté, s'agitait et, des flaques de sang dans l'eau. C'est horrible. La plupart de la vidéo, trop horrible à montrer. Un grand requin blanc, c'est un grand blanc. Oh mec. Oh non, quelqu'un vient de se faire manger par un requin. À seulement quelques mètres du rivage, Simon n'était pas très loin de la plage, et sa mort atroce fut observée de près par des dizaines de baigneurs, terrifiés et impuissants. Dans ces derniers instants, Simon tenta frénétiquement de frapper le requin ou de se libérer de son étreinte, mais en vain. Le sort de Simon était scellé et le grand requin blanc fit une dernière plongée profonde dans l'océan. Simon, 34 ans, vétéran et fiancé, ne fut jamais revu. Les grands requins blancs sont connus pour chasser les phoques et les otaries, mais c'était la première attaque contre une victime humaine que cette plage avait connue en 60 ans. Étant l'une des espèces de requins les plus mortelles, ils sont réputés pour lancer des attaques surprises sur leur proie et jaillir par en dessous, mordant et agrippant leurs victimes dans leurs mâchoires. Seules quelques parties du corps purent être récupérées sur le site pour rendre ce qui restait de Simon à ses amis et sa partenaire. Immédiatement après l'attaque terrifiante, les sauveteurs rappelèrent tout le monde hors de l'eau et fermèrent la plage. Des secouristes partirent en jet-ski et en hélicoptère pour essayer de trouver le requin, mais il ne put être localisé ni identifié. Les experts
ne purent déterminer pourquoi la tragédie s'était produite malgré la protection importante de la zone contre les requins. Bien que les grands blancs soient connus pour être extrêmement dangereux, les humains n'étaient pas leur proie habituelle. Ils se nourrissaient d'animaux plus gros comme les phoques, les raies et même d'autres requins plus petits. On découvrit plus tard que Simon avait enfilé une combinaison de plongée avant d'aller nager. Il n'était pas courant pour les nageurs dans ces eaux calmes de porter ces combinaisons grises et moulantes à la plage. La cause de l'attaque contre Simon fut attribuée à une probable erreur d'identification de la part du requin. La combinaison gris foncé faisait ressembler le corps de Simon à celui d'un phoque, qui était l'une des proies principales du requin. Les grands requins blancs ont un puissant sens de l'odorat, et il est probable qu'il ait senti Simon avant de le voir. Lorsque le requin fonça vers lui depuis le fond, il était trop tard pour avorter l'attaque, et Simon se retrouva bientôt mordu en deux et entraîné sous l'eau. Toute la famille de Simon fut dévastée par la nouvelle de sa fin brutale, et le monde entier de sa fiancée Jessie s'écroula quelques semaines seulement avant leur mariage. En hommage à Simon Nelist, la course de natation Malabar Magic Ocean Swim fut annulée. Les participants se rendirent à la plage pour lui rendre hommage et se recueillir dans un moment de silence. Tout au long de sa vie, Simon avait été un amoureux de la mer. Il militait depuis longtemps contre l'abattage et la mise en cage des requins et était troublé par l'interférence que l'action humaine créait dans la chaîne alimentaire naturelle des océans. Malheureusement, sa vie prit fin dans les mâchoires du même animal, pour la conservation duquel il s'était longtemps battu. La nouvelle de l'attaque de requins se répandit comme une traînée de poudre à travers le monde et raviva les craintes d'attaque de requins en Australie. Simon était décrit par ses amis et collègues comme un homme d'intégrité et de charisme. Il aimait l'immensité de l'océan et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver des conséquences négatives de l'action humaine. En tant qu'instructeur de plongée, il était conscient de l'impact des filets anti-requins et des lignes de tambour qui perturbaient l'équilibre naturel de la vie marine dans cette région. Il militait pour la protection et la conservation de la mer et de tous les animaux qui y vivent. Simon était également reconnu comme un être humain empathique. Son dernier post sur Facebook était une réflexion sur les enfants d'Afghanistan, dont beaucoup étaient devenus ses amis pendant son service militaire dans le pays. L'incident, qui s'est produit au début de l'année 2022, est encore frais dans la mémoire collective et s'ajoute à une longue liste d'attaques de requins effroyables qui servent de sombres rappels de la rapidité avec laquelle les humains peuvent passer du statut de prédateur à celui de proie. Mais pour la famille de Simon Nelist, cela transforma l'un de leurs moments les plus heureux, le mariage grandiose de leur fils, en un cauchemar qui les marqua à vie. Les parents de Simon Nelist avaient déjà réservé leur billet pour l'Australie, mais maintenant, au lieu d'assister à son mariage, ils s'y rendirent pour ses funérailles. Cela montre simplement que demain n'est promis à personne et que n'importe quel jour pourrait être celui où l'on rencontre sa fin prématurée. C'était le samedi 10 avril 1968. Stephen Samples et son père Milton se rendirent à la plage de Singer Island, en Floride. L'eau était chaude et calme, avec de nombreuses familles profitant du bord de mer. Les enfants barbotaient dans l'eau ou construisaient des châteaux de sable sur la plage. Un groupe d'adolescents se tenait à une courte distance des baigneurs, appâtant de longues lignes avec des poissons fraîchement pêchés et les lançant à la mer. Ils montèrent ensuite dans un petit bateau et se dirigèrent vers le large, versant un seau de sang animal derrière eux. À l'insu des nageurs à proximité, cette traînée de sang attirait les requins dans la zone. Le but des adolescents était de pêcher les requins pour le reste de la journée. Alors que les requins étaient attirés dans la zone, Stephen et son père, Milton, entrèrent dans la mer. Stephen était impatient d'essayer son équipement de plongée avec tuba.
Il porta ses palmes jusqu'au bord de l'eau. Alors que la mer léchait doucement ses pieds, il enfila ses palmes. Son père portait un matelas pneumatique gonflable sous un bras et aidait son fils à entrer dans la mer avec l'autre. Pendant que Steven s'éloignait de la plage et barbotait avec le visage sous la surface, son père s'allongea sur le matelas pneumatique à moins d'1 mètre du rivage, où il y avait une pente raide où les bas-fonds cédaient la place à des eaux plus profondes. Après une demi-heure environ, Milton appela son fils pour lui dire qu'il sortait. Steven leva la tête, acquiesça en direction de son père et continua à regarder sous l'eau. Alors qu'il flottait là, il pouvait voir le fond sablonneux de la mer à 1,5 ou 2 mètres en dessous de lui. Un poisson passait occasionnellement et il montait et descendait, plongeant parfois pour ramasser des coquillages sur le fond marin. L'eau était légèrement trouble, mais la lumière du soleil pénétrait encore dans ces eaux peu profondes. Steven leva la tête au-dessus de l'eau pour vérifier à quelle distance il se trouvait du rivage. Ce faisant, il remarqua quelque chose du coin de l'œil. Il regarda et vit un grand aileron se diriger vers lui. Pris de panique, il se retourna et commença à nager vers le rivage aussi vite qu'il le pouvait. Il battit frénétiquement des jambes, ses palmes le propulsant rapidement à travers l'eau. Il tirait avec ses bras, éclaboussant la surface. Puis il ressentit quelque chose qui le terrifia. Il sentit une traction soudaine et puissante sur sa jambe. Il cria à son père « Papa, un requin !» Son père entendit les cris de Steven. Il se retourna vers l'eau juste à temps pour voir son fils de 10 ans être traîné sous l'eau. Il lâcha le matelas gonflable et sprinta dans la mer. Steven n'était qu'à environ 8 mètres du rivage. Milton plongea, fendant l'eau en direction du tumulte. Il vit l'aileron d'un requin venir vers lui aussi. Il plongea sous l'eau et se prépara en voyant la silhouette sombre émerger de l'obscurité. Il agita ses bras devant lui. Cela sembla fonctionner. Le requin dévia au dernier moment. Milton remonta à la surface et vit son fils réapparaître, toussant et crachotant. Steven ressentit une douleur terrible dans son dos lorsqu'il fut mordu à nouveau. Le requin se débattait, ballottant Steven d'un côté à l'autre dans l'eau. Il riposta, frappant le requin sur le nez, essayant désespérément de l'agripper et de le forcer à s'éloigner de lui. Mais la force du requin était trop puissante. Alors que le père de Steven nageait vers lui, il remarqua un autre aileron, puis un autre. Il y avait plus d'un requin. Ils étaient dans une frénésie alimentaire. Steven cria à nouveau, le sang se répandant dans l'eau autour de lui en un nuage sombre. L'agitation avait alerté les gens sur la plage. D'autres nageurs s'enfuirent de l'eau en panique. Une foule importante se tenait au bord de la mer, tandis que Milton criait à Steven de nager vers lui. Steven essaya désespérément de se diriger vers son père, mais il sentit un autre craquement lorsqu'un requin mordit son postérieur, serrant ses mâchoires puissantes autour de ses fesses. Thomas Fletcher, un membre du public qui se trouvait à environ 18 mètres de là, entendit les cris et vit l'agitation dans l'eau. Il saisit une planche de surf à proximité et commença immédiatement à pagayer vers le jeune garçon. Il crut d'abord que Steven était à moitié assis sur un bateau gonflable, mais il réalisa ensuite que l'objet gris à côté du garçon était en fait le dos d'un requin qui s'arquait hors de l'eau juste à côté de Steven. Bien que l'attaque n'ait duré que quelques minutes, cela sembla une éternité pour tous ceux qui étaient impliqués. Steven luttait pour rester à la surface. Il perdait du sang et les requins revenaient pour en avoir plus. Lorsque Thomas atteignit Steven et son père, il essaya de hisser Steven sur la planche de surf, mais les mains du garçon étaient glissantes. Le bras gauche de Steven saignait abondamment. Le sang rouge vif coulait le long de son bras tendu et jaillissait dans l'eau environnante. Thomas réussit à hisser le garçon de 10 ans sur la planche de surf et pagaya vers le rivage. Il serra sa main autour de la plaie ouverte de Steven, essayant d'arrêter l'hémorragie. Milton aida à pousser la planche de surf vers la plage et vers la foule qui attendait.
Robert Melto, un officier de marine à la retraite, repéra la scène qui se déroulait à 60 mètres de là. Il courut vers les bas-fonds alors que Steven était ramené en sécurité sur la planche de surf. Il appliqua immédiatement une pression sur les blessures de Steven et prit le contrôle de la situation. Ils allongèrent le garçon sur la plage, enveloppant ses blessures béantes avec des vêtements et des serviettes, les attachant aussi fermement que possible. Une canette de bière glacée fut appliquée sur le front de Steven et des couvertures chaudes furent placées sur son corps. L'ambulance avait été appelée et était en route. Lorsque Robert eut bandé toutes les blessures de Steven, lui et quelques autres soulevèrent le garçon sur un lit gonflable et le portèrent vers l'ambulance qui approchait. Steven fut transporté d'urgence à l'hôpital et reçut un traitement des chirurgiens dans les 20 minutes suivant l'attaque. La rapidité était essentielle pour sauver la vie de Steven. La réaction rapide de ceux qui avaient été témoins de l'attaque avait permis de le sortir de l'eau et de le traiter aussi vite que possible. Steven déclara que l'attaque était douloureuse. Il avait été mordu au moins 4 fois. Les dents du requin avaient entaillé son bras, sa jambe, ses fesses et son dos. Il décrivit avoir senti un craquement lorsque le requin l'avait mordu, mais l'adrénaline qui parcourait son corps avait permis au jeune garçon de supporter la douleur. Il passa une semaine à l'hôpital St. Mary's de West Palm Beach. Ses plaies ouvertes furent suturées. Les témoins qui étaient restés sur la plage après l'attaque virent plusieurs requins s'agiter dans la traînée de sang que Steven avait laissée derrière lui. Ces chirurgiens retirèrent des fragments de dents de ces morsures, qui furent identifiés comme appartenant à un requin soyeux commun dans la région. Des témoins oculaires identifièrent également l'espèce des requins qui s'agitaient dans les bas-fonds comme ressemblant à un requin soyeux. Bien qu'il y ait eu certainement plus d'un requin tournant autour de Steven, on pense qu'un seul était responsable de l'attaque. Certains affirmèrent avoir vu plusieurs requins mordre Steven. Le requin responsable des morsures était estimé mesurer environ 2,70 mètres de long, d'après les témoignages oculaires et la taille de l'aileron et du corps qui dépassait de la surface de l'eau. Le requin avait causé des dommages importants à Steven et l'avait laissé avec une mobilité limitée dans son bras et sa main gauche. Il avait eu de la chance d'être en vie. Une enquête fut ouverte sur les actions des adolescents pêcheurs. Leur comportement imprudent, consistant à être dans l'eau avec l'intention délibérée d'attirer des requins à proximité d'une plage de baignade, était examiné de près. Les propriétaires fonciers et les communautés locales furent également accusés de négligence, car ils n'avaient pas averti les nageurs des dangers ni fourni une protection adéquate telle que des filets, des clôtures ou des dispositifs de dissuasion des requins dans la zone. On ne sait pas quel fut le résultat de ces contestations juridiques. Il est incroyable que Steven ait survécu à son attaque de requin. Bien qu'il ait des séquelles à vie, l'action rapide de ceux qui l'entouraient et la capacité à se rendre à l'hôpital en quelques minutes ont tous contribué à assurer sa survie. On ne peut blâmer le requin pour son attaque. Il avait été attiré dans la zone et cherchait des proies près de la plage. L'eau trouble peut également avoir contribué à sa mauvaise identification de Steven, conduisant le requin soyeux à attaquer. Heureusement, il était entouré des bonnes personnes pour l'aider en cas d'urgence, et il a survécu pour se souvenir du jour où il a failli connaître son destin malheureux. Les attaques de requins sont le sujet de cauchemars, ce dont sont faits les films d'horreur, et pourtant, compte tenu du nombre de personnes qui entrent dans l'eau chaque année, elles restent assez rares. Mais il existe quelques conditions qui rendent les attaques de requins plus susceptibles de se produire. Dans cette attaque de requins, quelques-unes de ces conditions ont pu jouer un rôle. Les attaques sont plus fréquentes dans une eau plus chaude que 21 degrés sacrés. C'est probablement parce que ces températures sont plus attrayantes pour les nageurs, et donc plus de gens entrent dans l'eau quand il fait plus chaud. Les attaques ont également tendance à se produire au crépuscule et à l'aube.
Lorsque les requins sont les plus actifs, ou juste après midi, qui est le moment où la plupart des gens vont nager, elles sont également plus susceptibles de se produire à la surface de l'eau ou dans des mers agitées, où les mouvements de nage sont plus erratiques. À la surface ou dans une eau turbulente, nous pouvons être considérés comme des proies en détresse, un aimant pour les requins. Nous pouvons même être confondus avec une autre proie, comme un lion de mer, lorsque nous sommes silhouettés contre la surface de l'eau. Certaines de ces raisons d'attaque semblent avoir été la cause d'une tragédie qui s'est produite en Australie en 1959. Deux jeunes hommes, Stanley Mullins et Raphael Bishop, prirent la mer tôt le matin du 19 décembre. La température de l'eau dans la mer de corail autour de Brisbane, à cette période de l'année, est typiquement entre 24 et 27 degrés Fahrenheit. Le soleil était déjà haut dans le ciel, la mer était agitée, de petites vagues se brisaient à la surface de l'eau, remuant le sable en dessous. La visibilité dans l'eau était faible. Stanley et Raphael se dirigèrent vers Wynnum, dans la baie de Moran, située juste au sud de Brisbane. La baie abrite de nombreuses îles, notamment l'île North Stradbroke, l'île Mauritan et les îles du sud de la baie de Mauritan. Ces îles offrent une variété d'activités telles que la natation, le surf, la plongée avec tuba et la randonnée. Elles sont une destination populaire tant pour les touristes que pour les habitants. La région abrite une faune variée, comprenant des dauphins, des tortues et des oiseaux marins. Les requins rôdent également dans ces eaux. Depuis le début des enregistrements d'attaques de requins en 1962, il y a eu 39 attaques au large des côtes de Brisbane, dont 6 se sont avérées mortelles. Stanley et Raphael déchargèrent leurs véhicules et traînèrent leurs canots pneumatiques à travers le sable jusque dans l'eau. Le maintenant stable contre les vagues déferlantes, ils y grimpèrent, chacun une rame à la main. Ils pagayèrent contre le courant, dépassant les brisants et continuèrent à pagayer jusqu'à environ 1,5 miles du rivage. Puis, ils s'arrêtèrent. Ils passaient la matinée à pêcher le crabe depuis le bateau. C'était un passe-temps qu'ils appréciaient tous les deux, être sur l'eau loin de l'agitation de la vie quotidienne. Le bateau tanguait dans les vagues agitées, mais les deux amis y étaient habitués. Ils remontèrent les crabes, remplissant facilement leurs seaux. La journée se passait bien. C'était un début de journée agréable, et les deux amis seraient de retour chez eux à temps pour le petit déjeuner. Mais le son de leur voix, les vibrations de la mer frappant les côtés du bateau et l'odeur de l'appât frais attirèrent quelque chose de plus près. Un prédateur rôdait à proximité sous les vagues. Par curiosité et toujours à l'affût d'un repas opportuniste, un requin bulldog tournait dans les eaux troubles en dessous. Il observait et attendait, examinant le petit bateau qui tanguait dans la mer. Il était curieux. Alors que Stanley abaissait à nouveau sa ligne dans l'eau, il fit accidentellement tomber sa rame par-dessus bord. Ils en avaient besoin pour retourner au rivage. Ce serait difficile avec une seule rame contre la mer agitée. Dans l'eau agitée, elle s'éloignait de plus en plus du bateau. Sans hésiter, Stanley enleva sa chemise et plongea dans l'eau. Il nagea quelques mètres et saisit la rame. L'eau salée piquait ses yeux. Les embruns salés giflaient son visage. Il se retourna et se dirigea vers le bateau. La rame flottait à la surface de l'eau et il la poussait devant lui en direction du canot. Raphaël continuait à faire pendre sa ligne sur le côté du bateau. Son ami serait de retour à bord en un rien de temps. Stanley n'était qu'à quelques mètres du bateau lorsqu'il sentit une forte traction sur ses jambes. Il poussa un cri déchirant. Raphaël sauta rapidement de l'autre côté du bateau. Il se pencha par-dessus bord pour aider son ami. Mais il était trop tard. Stanley avait disparu. Il s'était évanoui sous la surface de l'océan en un instant. Une seconde, il était là, et la suivante, il avait disparu. Raphaël chercha frénétiquement son ami. Il ne voyait aucune trace de lui. Il n'y avait pas de sang, pas de bulles, ni de rides, pas d'éclaboussure, ni d'agitation. Il n'avait réussi à pousser qu'un seul cri avant d'être complètement submergé.
pour ne plus jamais être revu vivant. Choqué, dévasté et terrifié, après une recherche approfondie de Stanley, Raphaël regagna le rivage. Il appela les autorités et leur raconta l'histoire. C'était un mystère. Bien qu'un requin fût suspecté, certains responsables suggérèrent une crise cardiaque ou une crampe, car il n'y avait eu aucune observation de requin. Il n'y avait pas eu de lutte, ce qui était généralement observé lors des attaques de requins. Peut-être s'agissait-il d'un requin si grand qu'il l'avait pratiquement avalé tout entier. Peut-être l'avait-il entraîné sous l'eau si rapidement qu'il n'avait laissé aucune trace, ou peut-être plusieurs requins l'avaient-ils entraîné vers le fond. Sa famille et ses amis avaient besoin de réponses. Bientôt, il y aurait des preuves, mais elles pourraient soulever plus de questions que de réponses. 3 jours après sa disparition, le pêcheur professionnel Desmond Burks pêchait juste au large des côtes de Winham. Il avait entendu parler de la disparition de Stanley, et maintenant il pêchait presque exactement au même endroit. Il aperçut quelque chose dans l'eau, une découverte terrible et troublante. En y regardant de plus près, c'était le corps d'un jeune homme, le corps de Stanley. Desmond le hissa à bord et appela les autorités pour signaler la découverte. Le jeune homme de 29 ans avait perdu un bras. Il avait plusieurs morsures sur le corps, rappelant une attaque de requin. Mais lorsque son corps fut examiné par des professionnels de santé, on pensa qu'il avait subi plusieurs attaques. Différentes marques de morsures sur son corps avaient été faites par différents requins. Stanley avait-il été tué par un groupe de requins, une meute? Les journaux locaux semblaient le penser, décrivant comment Stanley Mullins, père de 5 enfants, avait été déchiqueté par une meute de requins bulldog alors qu'il nageait au large. C'était un incident tragique. Il avait été emporté si jeune et laissé derrière lui une jeune famille. 5 enfants étaient maintenant sans leur père. Mais est-il probable qu'il ait été tué par plus d'un requin dans une frénésie alimentaire? Il y aurait sûrement eu des preuves pendant l'attaque. S'il y avait eu plusieurs requins dans la zone, Raphaël aurait sûrement vu une sorte d'agitation dans l'eau. Avait-il vraiment plongé au milieu d'une meute de requins pour récupérer sa rame sans le savoir? Les requins bulldogs sont considérés comme extrêmement dangereux pour les humains, en raison de leur tendance agressive et de leur capacité à nager à la fois en eau douce et en eau salée. Ils peuvent remonter les rivières et se trouvent près des estuaires et des eaux côtières peu profondes, les mêmes eaux que les gens fréquentent souvent. Les femelles sont les plus grandes des 2 sexes et peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres de long et peser jusqu'à 130 kilos. Mais les requins bulldogs sont généralement des chasseurs solitaires, ne se réunissant qu'occasionnellement par paires pour traquer leur proie. À certaines périodes de l'année, lorsque les populations de poissons sont concentrées, plusieurs requins peuvent se rassembler dans une petite zone pour se nourrir. Cette frénésie alimentaire peut impliquer plusieurs individus chassant ensemble. Peut-être était-ce le cas avec Stanley. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Stanley. Il est plus probable qu'il ait été pris par un requin, un grand qui l'a complètement pris au dépourvu et l'a entraîné sous la surface sans lutte. Il est possible que son corps ait ensuite été pillé par d'autres requins avant d'être trouvé par les pêcheurs. Malgré des événements tragiques et terrifiants comme celui de Stanley Mullins, les chances d'être attaqué par un requin sont aussi infimes que d'1 sur 3 milliards. Bien que ces cas soient extrêmement rares, si l'attaque vous arrive, peu importe sa rareté, vous vous battrez quand même pour votre vie dans les mâchoires de l'un des prédateurs les plus puissants et les plus redoutables de la nature, priant pour survivre et éviter de rencontrer votre destin.